Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon qui sera un tout petit peu politisé aujourd'hui. Nous recevons quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il a été à l'âge de 25 ans parmi les professeurs français d'université envoyés au Cameroun pour implémenter l'école polytechnique que vous connaissez quelque part à Mélène pour ceux qui sont yaoundéens. Il a vécu 3 ans au Cameroun. Il vivait quelque part dans un beau quartier Bastos, mais ses préférences étaient vocada et sauce devant un bon poisson braisé ou devant les beignets haricots. Lui, c'est Gérard André Capolino, professeur des universités en France, qui est notre invité aujourd'hui dans le bœuf bourguignon d'Olé. Ça, c'est la toute première fois ça. Bonjour, monsieur Capolino. Bonjour, Jackie. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir invité. Je vous en prie. Parce que ma présence ici pourra peut-être paraître anachronique à certains auditeurs, mais j'ai vu un certain nombre de vos émissions. Wow. Elles m'ont plu. D'accord. Elles m'ont attiré. Mm-hmm. Et votre façon d'interroger les personnes qui sont sur votre divan, votre façon de les pousser à répondre aux questions, y compris à celles auxquelles ils ne veulent pas répondre, m'a beaucoup plu. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté. La demande ne vient pas de vous, elle vient de moi. Elle vient de vous. Alors, vous allez me permettre, pendant que vous vous servez d'une dolée, il faut dire, chers téléspectateurs, j'ai demandé à M. Capolino, vous voulez donc manger du bœuf bourguignon? Il m'a dit non, je préfère manger d'une dolée. Voilà pourquoi il y a d'une dolée sur cette table. Une grande amie à moi a préparé cette dolée car je n'ai pas le temps pour le faire. Il faut dire la vérité. Donc, pendant que vous vous servez, vous me permettrez de lire votre email du 14 janvier 2020. Je vous en prie. Bien. Bonsoir, M. Moifo. Sur votre chaîne TV, j'ai entendu récemment un collègue agrégé et professeur de médecine parler de l'université camerounaise et de ses dysfonctionnements. Je partage son avis, mais je voudrais dire aussi qu'il faut faire une analyse plus approfondie du système d'enseignement supérieur en Afrique et de sa nécessaire évolution. À l'aube de ma retraite, qui restera active, je voudrais vous signaler que le Cameroun est un pays qui m'est très cher puisque jeune enseignant, chercheur, entre parenthèses, docteur à l'âge de 25 ans, félicitations, ça ne court pas les rues, j'ai fait partie de l'équipe qui a fondé l'École nationale polytechnique de Yaoundé. J'ai une expérience de plus de 45 ans dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je pourrais donc très bien être témoin de l'évolution nécessaire des institutions pour former au mieux les cadres de demain sur le continent africain. Vous invitez surtout des compatriotes pour parler de politique et d'économie, mais si d'aventure mon témoignage et mon expérience peuvent vous intéresser, c'est très volontiers que je répondrai à votre invitation. Bien sincèrement, Gérard André Capolino, professeur des universités. Waouh! Merci, monsieur Capolino. Cet email m'a beaucoup ému. J'étais au Canada, j'y étais arrivé, cela faisait 3 jours. J'étais dans ma chambre à Montréal. J'ouvre ma boîte mail, je lis ceci. Première réaction, je vous prie de me pardonner, mes chers compatriotes. Bon, je me suis dit, un blanc, professeur d'université qui suit mes émissions, soit c'est un piège pour m'attraper, soit c'est une blague. Ben c'est gnangne. Je vous ai envoyé un texto puisque vous m'avez laissé votre numéro. Et vous avez réagi, nous avons échangé. Je me suis dit, waouh! Comme dit mon ami Collins Zemi de Trop Radio à Montréal, je n'ai pas idée de la portée de ce que je fais. Je travaille, c'est tout. Donc j'ai été agréablement surpris par votre email et je vous remercie de m'avoir contacté. Bon, l'email était sincère, j'écris toujours, je dis toujours ce que je pense. Donc dans le mail, après m'être présenté, parce qu'il fallait que je le fasse, et même en le faisant, vous pensiez que c'était un piège ou quelque chose comme ça. Je l'ai fait spontanément parce que ce que j'ai écrit, je le pense sincèrement. Et
Et vous avez écrit dans votre affiche que je suis un amoureux du Cameroun. Je ne l'ai pas écrit dans l'email, vous l'avez conclu. Oui. Et c'est la vérité. Dites-moi, comment êtes-vous arrivé, comment avez-vous connu d'abord JMTV+. Je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télévision parce que je travaille beaucoup, je suis beaucoup sur Internet. Et je regarde un certain nombre d'émissions, y compris politiques, sur YouTube. Et quand vous ouvrez une page YouTube, s'affiche un tas de choses et c'est affiché JMTV+. Avec l'interview du professeur de médecine Aimé Boni. Aimé Boni, que nous saluons, il sait que je salue également. Voilà, vous rencontrez et que j'espère rencontrer parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à partager. J'ai écouté cette émission et l'émission m'a plu. Et j'en ai regardé d'autres, parce qu'il suffit de taper JMTV+, dans la page de recherche, j'en ai regardé d'autres qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement supérieur, qui étaient plutôt politiques. Et toutes m'ont touché par... Il y a un dénominateur commun dans toutes vos émissions, c'est la sincérité. Ah, merci. Alors, j'ai de nombreux défauts, dont celui d'être trop sincère. Et quand quelque chose de sincère se passe, ça me touche toujours beaucoup. Pour la raison suivante, je pense qu'on soit à la télévision, qu'on soit un homme politique, qu'on soit un professeur d'université, la mission première de l'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, c'est d'être sincère avec les autres. Et moi, c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents et de mes grands-parents. C'est ce que j'essaye de communiquer à mes étudiants, pas toujours avec succès, mais j'essaye de le faire. Je suis quelqu'un de très tenace. C'est mon fil directeur et il ne me quittera jamais jusqu'à la fin de mes jours. Bon appétit. Merci beaucoup. Il y a l'Ubikwan ici, c'est comme ça qu'on l'appelait à Yaoundé. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait à Yaoundé et évidemment je vais en prendre. Tout le monde aura compris évidemment que être amoureux du Cameroun, c'est être amoureux du pays, du territoire, de la culture et aussi de la nourriture. C'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez demandé ce que je voulais manger, je me suis permis de dire d'une dolée. Ce qui vous a surpris aussi. Ça m'a aussi surpris. Mais bon. Mais quand vous me connaîtrez mieux, vous allez constater que je suis une personne très surprenante. Étant donné que vous allez bientôt à la retraite, je vais essayer de vous garder sur JMTV plus longtemps. Je vous en remercie par Voilà. Bon appétit. Hein. Merci. Vous qui êtes à la maison, faites-en autant. Hein. Mangez un bon. Si c'est l'heure du repas chez vous, bien sûr. Alors, vous arrivez au Cameroun à l'âge de 25 ans. C'était, je peux donner l'année ? Oui, 1978. 1978. Oui. Mais ils vont vite te faire des calculs pour savoir quel âge vous avez. Voilà pourquoi je voulais cacher, on ne sait jamais. Vous avez 25 ans, vous arrivez au Cameroun. Vous êtes jeune. Très jeune. Docteur. Et vous arrivez au Cameroun. Oui. Avec des collègues certainement plus âgés que vous. Oui. Pour implémenter l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Alors, plus exactement, l'école a été créée par décret présidentiel en 1971. Elle a été, pilotée par la mission de coopération française, et l'ambassade de France à Yaoundé, qui a mis à disposition du gouvernement camerounais un certain nombre, ce qu'on appelait des assistants techniques. Donc un premier directeur, plus exactement, cette école était, pilotée par deux institutions françaises de renom, l'Institut national polytechnique de Lorraine, à Nancy, et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. D'accord. Lyon s'occupant de tout ce qui était génie civil, et l'Institut national polytechnique de Lorraine de tout ce qui était, je dirais, ce qu'on appelait à l'époque électromécanique. L'école reposait sur deux piliers. Former des cadres de haut niveau en génie civil, parce que le pays en avait besoin. Quand je parle du pays, je parle du Cameroun, bien évidemment. Donc c'était une bonne idée. Et j'avais fini ma thèse et
j'ai été à la recherche d'une première expérience professionnelle in situ, que la France à l'époque ne pouvait pas m'offrir. Et j'ai rencontré le directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, qui était le deuxième directeur, dans son bureau à l'INSA de Lyon, qui m'a dit j'ai absolument besoin d'un universitaire sur place, parce qu'il n'y avait que des missionnaires qui faisaient des allers-retours, D'accord. pour lancer et pour stabiliser l'option électromécanique. D'accord. Vous êtes allé implanter l'option électromécanique. Exact. La formation longue, parce qu'à l'époque, il y avait, ça n'existe plus aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que c'était une mauvaise idée. Je ne connais pas l'origine de cette idée. Il y avait des ingénieurs à 2 niveaux. Ce qu'on appelait la formation courte, qui formait des ingénieurs sur 3 ans. J'appellerais ça plutôt sans que ça soit péjoratif, parce que les élèves qui fréquentaient l'école à l'époque étaient excellents. J'avoue que j'ai été un enseignant-chercheur débutant chanceux, parce que j'ai eu des étudiants remarquables par leur capacité d'assimilation du message que j'avais envie de leur faire passer, et par leur capacité de travail et de délivrance. D'abnégation, en fait. Une abnégation sans limite. Vous pouvez demander n'importe quoi, ça sera fait en temps et en heure et bien fait. Et quand je dis bien fait, c'est pas bien fait, c'est très bien fait. Je rappelle pour les gens qui connaissent les technologies d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens ce que je vais dire, mais il est bon de se rappeler de l'histoire pour expliquer le futur. Tout à fait. À l'époque, c'était les prémices de l'informatique. Et il fallait enseigner aux étudiants la manière d'informatiser leur projet. Il ne pouvait pas en être autrement. On faisait beaucoup de choses à la main, l'Internet n'existait pas encore. C'était le Minitel à l'époque. Même pas au Cameroun. Il n'y a pas de Minitel au Cameroun. Et il n'y avait pas d'ordinateur dans l'école, je le rappelle. Un petit coucou à... Je ne citerai aucun nom. Mais ils se reconnaissent. Oui, mon ami Claude, je ne donne que son prénom, qui était le premier enseignant d'informatique de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Il a enseigné l'informatique, il n'y a pas d'ordinateur. Non, il fallait aller passer ses programmes à l'ordinateur de la présidence. Oh là, d'accord. Que la France avait installé, qui fonctionnait très bien, mais qui était... plutôt dédié à la gestion des fonctionnaires camerounais, de leur paye, etc., pas pour faire du calcul scientifique. Nous allions la nuit, à partir de 10h du soir, c'est ça la nuit, 22h, oui. et travailler sur l'ordinateur de la présidence. La présidence. Avec un laissez-passer spécial signé par le président de la République, qu'on avait convaincu que enseigner l'informatique sans avoir d'ordinateur... Ouais. Non, il a dit oui tout de suite, il a dit oui, mais il ne faut pas gêner les fonctionnaires qui travaillent, donc quand ils ne travaillaient pas, c'est nous qui travaillons. D'accord, l'ordinateur tournait à plein régime, quoi. Oui, toute la nuit. De 10h du soir à 5h du matin, c'est l'heure à laquelle nous devions quitter, je préfère le rappeler. Pendant que beaucoup s'amusaient, nous on faisait tourner les programmes à la présidence. Wow. Voilà, jusqu'à 5h du matin. Ce qui me permettait de dormir la matinée, je ne faisais cours que l'après-midi, parce que la nuit, je travaillais avec mes étudiants, qui n'avaient pas le droit de rentrer. Les programmes, c'était par carte perforée à l'époque. On me donnait les cartes, on partait avec mon ami camerounais, on faisait tourner les programmes, on les corrigeait quand on pouvait, et on ramenait les résultats le lendemain. Les étudiants n'avaient pas le droit d'y accéder à la présidence de la République de l'Europe? Non. Vous n'étiez que 2 à avoir ce droit? Oui. D'accord. Et vous aviez combien d'étudiants à cette époque-là? Alors, c'est une bonne question. Les promotions, alors, ce qui me permettait de faire de l'enseignement, disons, dédié. Les promotions étaient très petites. La première promotion d'électromécanique, qui est sortie en 1980, c'était 5 étudiants. Ah. Tous excellents. Tous excellents. Ils ont été... J'étais le seul enseignant de rang universitaire de coopérant. Il y avait quelques enseignants camerounais, mais qui n'avaient pas beaucoup d'expérience.
les 5 ont fait leur projet de fin d'études avec moi. Et la deuxième promotion sortie... La deuxième promotion sortie l'année où j'ai quitté en 81, c'était 8. Ça progressait, hein? Oui, et ça montait. Ce que j'aimais dans cette école, dans la façon de gérer l'école, c'est que rien n'était fait dans la précipitation. Tout était fait pour sortir les meilleurs cadres disponibles pour gérer les activités du pays. Et ça a été mon fil directeur pendant que j'étais là-bas. C'est toujours mon fil directeur aujourd'hui, même si les choses sont un peu diluées, parce que malheureusement, je parle de la France, mais je pourrais dire la même chose du Cameroun et d'un tas de pays francophones, qui, quand la France fait quelque chose, que ça soit bien ou mal, immédiatement, quand je dis immédiatement, c'est même pas un an après, hein, c'est copié. Puisque c'est la France qui le fait, c'est bien. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qui est souvent faux. Non, mais je vais le dire, moi je suis là, je parle sans filtre, Jackie, je voulais expliquer et je parlerai toujours sans filtre. La communauté européenne est quelque chose de bien. Elle a fait une erreur fondamentale en matière de formation et d'enseignement, qui s'appelle le processus de Bologne, qui a été acté en 1999, donc il y a à peu près 20 ans, il y a plus de 20 ans, qui consistait à dire c'est bien ce que les pays font en matière d'enseignement et de recherche, mais il faut que ça soit plus uniforme. Évidemment, on n'a pas copié le système francophone, on a copié le système anglophone. Et on est rentré dans ce qu'on appelle une période, le Cameroun le fait aussi, le LMD, qui est une erreur historique. Et je vais expliquer pourquoi. LMD veut dire licence, master, doctorat. Oui, ça, c'est le système anglophone l'a toujours fait, ça a toujours bien marché, c'est bien pour eux, mais c'est pas bien pour les francophones. Pourquoi ? Je m'explique. Et c'est pas bien pour l'école polytechnique non plus, parce que le principe, je vais pas parler d'excellence, je vais pas parler de prestige, je vais parler de sélection. Le principe pour former de bons cadres, c'est de sélectionner. Je vais peut-être utiliser des mots qui choquent, mais je les utilise quand même, parce que ce sont mes mots. Penser que tout le monde peut devenir un cadre supérieur, dirigeant d'entreprise ou professeur d'université ou autre, c'est une hérésie. Ce n'est pas possible. Il faut de tout pour faire un monde, ça c'est le fil directeur de la vie de tous les jours. Il faut aussi de tout pour faire une société digne. Donc ouvrir les portes de l'université à tout le monde, ce que font beaucoup de pays, y compris la France, c'est une erreur. Sauf que la France, elle a un lobbying qui s'appelle les grandes écoles d'ingénieurs, qui n'a jamais voulu céder. Avec quelques petites niches, la médecine en fait partie. Un autre coup. Vous parlez de cette école qui prend un chiffre très réduit alors que le pays a besoin d'un chiffre plus grand de médecins? Alors, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est... Ils n'ont pas beaucoup aimé à l'Élysée en entendant ça. Non. Alors, c'est un autre débat. Sélectionner ne veut pas dire réduire. On sélectionne, on accepte les plus méritants et on les conduit jusqu'au bout. C'est ça la mission d'un enseignant ou d'un enseignant-chercheur. Quand il est à l'université, il doit le faire. Par contre, mais ce n'est pas un désaccord avec Aimé Bonny, hein. C'est juste... lui vient du milieu de la médecine où la médecine est un système grandement sélectif. Il s'agit de la santé des gens, on ne va pas mettre n'importe qui. N'importe qui non plus, voilà, c'est la santé des gens quand même. Hein. Donc, et pour l'ingénieur non plus, on ne va pas mettre n'importe qui, parce qu'il y a des ponts qui s'écroulent. Je précise que le pont qui s'est écroulé en Italie il y a un an, qui a fait beaucoup de victimes, ce n'est pas une erreur des ingénieurs qui l'ont conçu, c'est une erreur des ingénieurs qui l'ont maintenu, ce qui est complètement différent. Mais il y a une responsabilité, évidemment. Et votre divergence avec Aimé Bonny se situe à quelle étape? Alors, ma divergence, il dit...
il faut former plus de médecins au Cameroun. Je suis 100% d'accord. Comment faire? Il faut que l'école qui les forme au Cameroun, j'ai connu l'école de formation en médecine qui était très sélective. Qui était juste à côté de Polytechnique. Oui, elle est à Mélène. Alors, malgré le fait que j'ai quitté le Cameroun il y a longtemps, j'y suis retourné et la typologie des villes, je la connais encore. Même si beaucoup de choses ont été faites, je me retrouve parfaitement dans n'importe quel quartier. Que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Dans les autres villes, un peu plus difficilement, mais à Douala et Yaoundé, je sais me mouvoir facilement. Donc l'école de médecine n'a sûrement, je n'ai pas fait le bilan, il est sûrement plus qualifié que moi pour le faire, mais n'a sûrement pas les moyens de former beaucoup plus de médecins. Parce que vous pouvez ouvrir vos portes à plus d'étudiants quand c'est une formation dite sélective, mais par la suite, il y a un corollaire qui est les moyens pour les former. Il faut beaucoup de moyens pour former un ingénieur, il faut beaucoup de moyens pour former un médecin. Il faut moins de moyens pour former un étudiant plus généraliste. Parlant des universités camerounaises et de leur dysfonctionnement, vous dites partager l'avis du professeur Meboni. Mais vous devez dire aussi qu'il faut faire une analyse plus approfondie du système d'enseignement supérieur en Afrique. C'est donc ce que vous expliquez là. Il ne suffit pas de former une masse importante de personnes, mais de sélectionner. Exactement. Disons, non seulement de sélectionner. Sélectionner, c'est facile à faire. Vous mettez un concours d'entrée. Bon, les études médicales en France, d'ailleurs, veulent réformer. En France, on réforme toujours. Pas toujours dans le bon sens. Je vous ai expliqué le processus de Bologne, qui est un processus très ouvert. Ça veut dire que le message que vous faites passer, c'est comme quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, j'ai beaucoup de respect pour lui et Dieu et son âme, il a expliqué que 80%, pas lui mais son ministre d'une classe d'âge, devait avoir le baccalauréat. Pour moi, c'est une hérésie. Le baccalauréat, ce n'est pas des statistiques. Qui le mérite? Pour les formations, c'est la même chose. Si vous dites, on veut casser en France ce qu'on appelle une numerus clausus, c'est-à-dire en France, vous allez à la première année de médecine, c'est une année sélective, c'est un concours déguisé. Et ne sont acceptés à la fin du concours, dans chaque université, que le nombre d'étudiants que l'université est capable de former. Ou que le gouvernement dit à l'université qu'elle est capable de former. Mais il faut savoir que former des gens, c'est des moyens. Ce n'est pas simplement dire... Former 200 médecins, formation de 200 médecins, c'est 14 000 € par an, par médecin formé, voilà à peu près la somme en France. Pour les ingénieurs, c'est la même somme, c'est 14 000 €. Un étudiant plus généraliste, ce n'est que 6 000, même pas la moitié. C'est ça le coût. Parce que au Cameroun, ça doit être la même chose, vous ne payez pas de frais d'inscription à l'université. Si au Cameroun on paye les frais d'inscription, mais ils sont réduits. Depuis 28 ans désormais, depuis 1992. Voilà. On les paye, mais à des montants, j'imagine, assez raisonnables. Je parle du système public, je ne parle pas du système privé. Je comprends bien. Oui. En France, c'est pratiquement gratuit. Un étudiant paye entre 350 et 400 € par an dans le système public. Dans le système privé, bien évidemment, c'est à la discrétion de l'établissement privé. Je parle bien du public, on paye son inscription au public depuis 1992 et le passage du professeur Augustin Edouard que j'ai reçu ici en décembre 2010. C'est le ministre, n'est-ce pas? Il fut ministre, à cette époque-là, il était ministre de l'enseignement supérieur, oui. Donc, un système gratuit, il a des avantages. L'avantage numéro 1, c'est la méritocratie, c'est-à-dire n'importe qui est capable d'accéder au plus haut niveau s'il en a la capacité intellectuelle. Je suis pour ce système, je le dis tout de suite. Par contre, si les ressources de l'institution ne sont pas suffisantes, vous ne pouvez pas accroître le nombre d'étudiants formés. Ça c'est aussi simple que ça. Ce sont des mathématiques élémentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ce système-là, mais il est clair pour moi. Tout établissement d'enseignement supérieur a besoin de moyens pour former les gens. Si ces moyens sont là, il peut les former. S'ils ne sont pas là, il ne peut pas les former. Monsieur Capolino, vous êtes parti du Cameroun il y a 39 ans. Oui. Vous avez dit que vous y retournez le plus souvent. Oui. Ça veut dire que vous connaissez les réalités du Cameroun aujourd'hui. N'entre pas dans les grandes écoles
que celui qui mérite. C'est exact. Vous le savez. Je le sais. Bon. Je le combats. Le fils de tel, telle personne a payé telle somme pour entrer. Finalement, même si vous y retournez aujourd'hui, vous aurez du mal à former des gens, car... Je suis d'accord. Vous aurez beaucoup de mal si vous retournez. Beaucoup de mal. Je suis pour... À mon époque, le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé était un concours géré sans passe-droit. Copie anonymée, notée de manière indépendante, y entraient les plus méritants. Et toutes les preuves étaient devant moi. Je n'ai pas attendu de voir le concours. Je voyais des étudiants devant moi qui méritaient d'être là. Aucun n'était défaillant. Ils avaient des défauts. J'ai fait redoubler des gens. Je suis une personne très dure. La formation, je ne rigole pas avec la formation. Un ingénieur doit être un vrai ingénieur. Si vous êtes défaillant, vous n'avez pas votre diplôme. J'ai regretté ce que j'ai fait parce que j'étais très 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 dur, parce que j'étais en début de carrière. J'ai fait redoubler des gens qui m'ont remercié par la suite. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez bien fait. Ils sont arrivés à des positions très élevées dans le pays. Mmh. Mais, il y a un mais, si vous quittez ce système sélectif avec un vrai concours, c'est la porte ouverte à tout. On n'achète pas un diplôme. Et comme je dis toujours à mes étudiants, vous avez votre diplôme, c'est une première étape dans votre vie active qui n'a pas encore commencé, elle va commencer après. Vous devez vous montrer digne jusqu'à la fin de votre carrière du diplôme que vous avez obtenu. Un diplôme, c'est un passeport, mais un passeport renouvelable. Hein. Car tous les jours, il faut se mettre à jour. Il faut se remettre à jour. Tous les jours. Et éprouver votre excellence. Vous sortez d'une excellente école. Je préfère le mot d'une école sélective. Mais voilà, montrez-vous digne de votre diplôme et faites ce que vous avez à faire. Et prouvez que vous êtes excellent. Monsieur Capolino, j'aime les gens qui parlent sans langue de bois comme vous. Dites-moi, nous sommes le 27 février 2020. Oui. S'il vous était proposé à cet instant de retourner enseigner à l'école polytechnique de Yaoundé, accepteriez-vous? La réponse est oui, certainement, mais avec des conditions. Je suis un homme de conditions. Lesquelles? Lesquelles, c'est que vous devez retourner à un concours, à un vrai concours sélectif à l'entrée. Et vous devez vous donner les moyens de vos ambitions, c'est-à-dire, aujourd'hui, on sait très bien que une école telle que l'école polytechnique ne peut pas dépendre que du gouvernement, il faut que les entreprises la financent. Voilà mes conditions. Je retournerai parce que j'aime le Cameroun, mais sous condition. Si c'est pour arriver devant des étudiants qui ne sont pas capables de recevoir mes messages, et ça m'arrive en France aussi, hein, ce n'est pas seulement le Cameroun. Contrairement à ce que on dit en Afrique, bon, les systèmes ne fonctionnent pas. Est-ce qu'ils fonctionnent bien en Europe? Je ne suis pas de ceux qui le croient. J'y retournerai, oui, sous conditions. Et ce sont mes conditions. Comme j'écris toujours, mes conditions ne sont pas négociables. Ce programme vous est proposé par Devisio Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Si je vais quelque part pour remplir une mission, il faut que je l'ai moyen de remplir cette mission, sinon je n'y vais pas. On connaît en vous le Corse, hein? Oui, c'est vrai. C'est exact. J'ai des convictions et j'essaye de convaincre aussi, c'est-à-dire mes conditions ne sont pas des caprices. Elles sont les conditions de quelqu'un qui travaille dans ce métier-là depuis 45 ans. J'ai la prétention, la modeste prétention de prétendre que je connais ce milieu, je connais ce qu'il faut pour former des gens de qualité qui remplissent les missions pour lesquelles ils ont été formés et qu'ils doivent, c'est une nécessité, participer au développement du pays. Un ingénieur, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur? Dans le mot ingénieur, il y a le mot ingénieux. Il doit l'être. Il doit l'être. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout le monde ne peut pas entamer des études d'ingénieur. Il doit être serviable, il doit être ingénieux, il doit être serviable, et surtout, il doit avoir une vision du futur. Au fur et à mesure que sa carrière évolue, il doit
contribuer au développement économique, social du pays. Parlons du social, M. Capoulini. Oui. Vu l'état de dégradation sociale, politique, économique de votre autre pays, le Cameroun, Oui. pensez-vous qu'on puisse y former des ingénieurs aujourd'hui, comme vous dites, Oui. en faisant quoi? Et il n'y a pas. Non, il faut. Alors, récemment, je me suis exprimé devant mon président d'université, qui est candidat à sa propre succession. J'aime donner des images simples, qui sont des mathématiques. Les pyramides existent depuis des millénaires, bien avant Jésus-Christ, bien sûr. La pyramide, elle a une base qui est très large, elle a un sommet qui est très pointu. Si vous renversez la pyramide, que vous essayez de la mettre en équilibre, vous n'y arriverez jamais. Donc il faut remettre la pyramide à sa place, avec sa base, sur le sol. Transposons ce schéma-là au Cameroun aujourd'hui. Il faut faire quoi pour que le Cameroun marche? Il faut changer les choses. Changer les choses. Alors, je m'explique. Je vais m'expliquer sur la formation d'ingénieurs, mais ce que je dis pour les ingénieurs peut être vrai pour n'importe quelle strate de la société. Et il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Au Cameroun. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a un pays qui est très critiqué, mais qui arrive très bien, parce qu'il est construit comme ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Tout le monde est à la bonne place. Bon, est-ce que le président est représentatif de la bonne place? Il n'est pas ma tasse de thé. Il a été élu. Mais il a été élu. Il n'est pas ma tasse de thé, mais ce pays, pour connaître bien le système d'enseignement de ce pays, auquel je participe régulièrement, parce que pendant ma thèse, j'ai fait un long séjour dans une prestigieuse université californienne, et j'ai appris à travailler. Mon chef de département, un matin, m'a vu en train de faire des photocopies. J'ai été convoqué chez le doyen, le jour même. Pourquoi? Il m'a dit, monsieur, on ne vous paye pas pour faire des photocopies. C'est à la secrétaire de faire ça. Vous êtes un chercheur, vous devez chercher, pas faire des photocopies. Chacun à sa place. Il m'a donné une bonne leçon et il m'a donné un avertissement. Parce que là-bas, on vous apprend, mais c'est une fois, pas deux. Il m'a dit, je ne veux plus jamais vous voir à la photocopie. Et croyez-moi, je n'y ai plus jamais été. J'aurais été à votre place, je suis sûr qu'il m'aurait revu et m'aurait viré parce que j'aime bien faire les choses moi-même. Mais bon. Non. Voilà. Après, si vous mettez des gens qui ne sont pas... Je ne parle pas de compétences, qui ne sont pas à la bonne place. Tout le monde peut être compétent dans la mesure où on s'en donne les moyens. On peut toujours progresser dans la vie. Moi-même, j'estime que je peux encore à mon âge progresser. Je suis un mauvais gestionnaire des ressources humaines, je le sais, on n'a pas besoin de me le dire, parce que je suis trop difficile, déjà avec moi-même, alors on ne parle pas avec les autres. On peut toujours progresser, mais on doit être à la bonne place. Quand on n'est pas à la bonne place, l'être humain devrait avoir la capacité de quitter, de lui-même. Bon, vous allez arrêter de me faire lire entre les lignes. On va aller droit au but. Au Cameroun, y a-t-il des bonnes personnes aux bonnes places? Peu. C'est un fait. Je vois vos émissions, je suis un analyste aussi, peu. Le Cameroun, et je le dis devant nos compatriotes, parce que je me considère, une part de moi-même est camerounaise. Bah oui, bien sûr. Mérite beaucoup mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Le Cameroun mérite beaucoup mieux que beaucoup mieux, pas mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais pour... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui. Je vous l'ai dit avant que nous commencions cette émission, je ne suis pas un homme politique et je n'ai pas la prestation de l'être. Je ne suis pas formé pour ça.
la politique n'est pas un milieu qui m'attire vraiment, mais j'analyse les choses. Comment un pays avec autant de potentiel, avec autant de ressources, y compris de ressources humaines, c'est la première bonne ressource. c'est la première bonne ressource, parce que j'ai eu des étudiants, je voyage dans le monde entier, il y a assez peu de Camerounais dans mon métier en France, mais il y en a dans d'autres pays, en Belgique, au Canada, aux États-Unis d'Amérique aussi. Je les rencontre. Hein. Je ne sais pas si c'est un problème des mains, j'ai travaillé beaucoup dans le magnétisme. Chaque fois que j'arrive, que je vois quelqu'un, il s'avère que c'est un Camerounais. Alors ils me regardent, on se regarde, et ensuite évidemment on passe, et nous restons amis, nous passons beaucoup de temps ensemble. Et ils m'expliquent tous pourquoi ils ont quitté le pays. Pourquoi? C'est simple, parce que leur capacité n'était pas exploitée à plein. Ils sont allés quelque part dans le monde où on les considérait à leur juste valeur. On doit considérer au Cameroun et ailleurs, en France aussi. Hein. Parce que ce que je dis du Cameroun, nous sommes dans une émission où on parle du Cameroun. Oui. Mais la France, pour cela que je vous ramène sur le Cameroun tout le temps. Pour la France, c'est la même chose. Hein. Si ça allait bien en France, les jeunes Français n'iraient pas chercher du boulot en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis. J'en ai rencontré. Voilà, j'en ai rencontré un paquet d'ailleurs. Voilà. C'est clair. Ça allait si bien ici, on ne part pas ailleurs, oui, non. C'est vrai. Bon, les ressources humaines sont mal exploitées. C'est l'histoire de la pyramide qu'on essaye de faire tenir sur la pointe. Je vais vous faire redire cela. Les ressources humaines sont mal exploitées en France et au Cameroun. Oui. Oui. Les ressources humaines sont mal exploitées. Il y a des gens excellents au Cameroun. Il s'avère qu'ils partent après le baccalauréat, ou même avant d'ailleurs. Ils vont ailleurs parce qu'ils disent si on reste ici, on n'est pas sûr d'être à la bonne place à un moment ou à un autre de notre vie. Il faut remettre la pyramide sur sa base. Très bien, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission. Le temps de laisser M. Capolino déguster son doulet bourguignon, voilà.